Bienvenue dans toutes les France. L'approche de l'islam réunionnais peut-elle servir de modèle pour la République? Élément de réponse avec nos invités. Monsieur Abdullah Molan, tout d'abord, vous êtes président du Conseil régional du culte musulman de la Réunion, ce qu'on appelle plus communément les CRCM, qui ont été institués à l'occasion de la création du Conseil français du culte musulman. Merci infiniment d'être avec nous. Bonjour. À vos côtés, Monsieur Patrick Karam, délégué interministériel à l'égalité des chances pour les Français d'outre-mer. Vous avez organisé un colloque sur la question de l'islam de la Réunion. Peut-il être un modèle pour la République? Vous avez invité un certain nombre de personnalités. Pourquoi vous êtes intéressé à cette question? Tout simplement parce que l'outre-mer, sur ces questions de vivre ensemble, l'outre-mer est en avance sur l'Hexagone et nous sommes un modèle, et un modèle que nous pouvons parfaitement exporter. Et on verra dans cette émission que l'islam, ça n'est pas un danger pour la République, ça n'est pas non plus un problème pour la laïcité. L'islam est parfaitement fongible dans la République. Merci d'être avec nous, Patrick Karam. À vos côtés, Barry Zakiari, vous êtes sénatrice PS de Paris. Vous avez participé également à ce colloque qui a eu lieu au Palais Bourbon. Merci infiniment d'être avec nous. Et un mot peut-être pour rendre hommage à Patrick Karam de l'organisation de ce colloque, parce qu'organiser un colloque sur l'islam dans un lieu qui est l'Assemblée nationale, dans une période aussi troublée, je pense que c'est faire preuve de pas mal de courage et je le remercie. Bien. À vos côtés, M. Mohamed Bagat, vous êtes imam de la grande mosquée de Saint-Denis de la Réunion, la mosquée Nour al-Islam, qui a été la première mosquée construite au sein de la République en 1905. Oui, la mosquée de Saint-Denis, qu'on appelle la plus ancienne mosquée de France, Nour al-Islam, flambeau de l'islam. Donc je vous remercie de votre invitation sur ce plateau aujourd'hui. Et je tiens aussi, moi, je pense, l'ensemble des Réunionnais à rendre hommage à M. Patrick Karam. Je dirais, comme Madame la sénatrice l'a dit, mais au-delà de la société musulmane de la Réunion, c'est la société réunionnaise dans son ensemble qui est mise à l'honneur par l'organisation de ce colloque dans ce lieu aussi symbolique que l'Assemblée nationale. Patrick Karam, mettre en avant le modèle réunionnais, est-ce que ça signifie qu'il y a plusieurs modèles, plusieurs types de pratiques de l'islam et que cette pratique serait compatible à l'île de la Réunion et le serait moins dans l'Hexagone? Non. Mais par contre, ayant juste un petit aperçu global. Vous savez que je suis féru de géopolitique, j'écris pas mal sur l'islam, l'islamisme. Et en fait, pendant tous mes travaux, pendant tous mes recherches et tous mes voyages, j'ai eu à répondre à une question qu'on me posait régulièrement. Est-ce que l'islam n'est pas responsable du sous-développement? Quand on voit que beaucoup de pays musulmans sont prétendus à arriérer. Enfin, regardez l'Indonésie aujourd'hui, 250 millions d'habitants, 80% musulmans. L'Indonésie a un taux de croissance extraordinaire. C'est un des taux les plus importants du monde. Donc on voit bien que ce n'est pas l'islam en tant que tel qui est responsable du sous-développement lorsqu'il y a sous-développement. Regardez en Afrique, il n'y a pas de différence entre pays musulmans et pays non musulmans. Donc ça n'est pas une religion qui peut ou pas développer un pays. Deuxième élément de questionnement, est-ce que l'islam, ce n'est pas une religion de guerre qu'on essaye d'importer par la force? Enfin, moi je vais vous rappeler quand même l'histoire de l'Occident. Je vais vous rappeler les croisades, la violence des croisades. Je vais vous rappeler aussi les guerres de religion, les pogroms des Juifs, l'Inquisition. Plus récemment, on ne fera pas l'économie de rappeler ce qui s'est passé. Non, mais les religions ont causé beaucoup de malheur, mais je parlais du modèle républicain. Oui, mais à l'époque même, les Juifs trouvaient refuge où? Dans des terres d'islam. Oui. Ils allaient dans des terres d'islam se protéger effectivement des pogroms qui étaient destinés en fait à les, à les appauvrir. Les rois de France s'en servaient pour constituer des cagnottes de guerre. Bon, parlons pas du passé. L'islam est une religion comme une autre. L'islam il n'y a pas lieu de traiter différemment l'islam en France, différemment de la religion catholique, des religions protestantes ou d'autres types de religions. Et on le voit où? Eh bien, à la Réunion. Que voit-on à la Réunion? D'abord, première mosquée en France, 1905, construite à la Réunion, avec un minaret. J'étais à la Réunion récemment avec le Premier ministre, et avant de dormir, j'entendais le chant du muezzin. Ça ne gênait personne. Ça ne choquait personne. Il y a une madrasa à la Réunion. Ils sont sous conventionnement, et on pourra vous en parler mieux tout à l'heure que moi, mais il y a une madrasa où on enseigne à la fois
ce que nous enseignons dans les écoles laïques, mais aussi un enseignement religieux. Ça ne pose jamais de problème à personne. Le vivre ensemble de la Réunion, qui est légendaire, eh bien, c'est pas un vain mot. Et ce vivre ensemble montre parfaitement que des musulmans peuvent s'intégrer. Et d'ailleurs, les musulmans de la Réunion... Votre colloque n'est pas sur le vivre ensemble à la Réunion, il est sur l'islam comme modèle à transposer dans l'Hexagone. Mais excusez-moi, mais le vivre ensemble, c'est le vivre ensemble aussi avec l'islam, c'est le vivre ensemble avec toutes les communautés ethniques, puisque la Réunion, c'est une société multiculturelle et j'allais dire religieuse et multiethnique. Eh bien, l'islam fait partie de ces composantes qui ont structuré la société réunionnaise. À tel point que la présidente du Conseil général aujourd'hui de la Réunion, c'est la seule femme à l'être enfante musulmane, Nassima Dindar est musulmane. À tel point que les cadres politiques de beaucoup de partis politiques sont d'origine musulmane. À tel point que le secteur administratif... De confession, de confession. Ils sont de confession, pardon, de confession musulmane. Et l'économie. L'économie, le commerce, eh bien, vous avez des musulmans qui occupent des postes extrêmement importants, qui font vivre l'économie réunionnaise. Donc l'islam à la Réunion, c'est une réussite. Bien. Barry Zakiari, le fait de transposer un modèle qui est celui de l'île de la Réunion dans l'Hexagone, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça ne veut pas dire aussi qu'il y a un problème dans l'Hexagone? Alors, quand on parle du modèle réunionnais comme un modèle réussi du vivre ensemble, à partir du moment où c'est exemplaire, il y a toujours des choses à prendre d'un modèle exemplaire, d'un modèle positif. Donc, je pense que nous avons des choses à apprendre. Et je pense que nos concitoyens ici ne connaissent pas l'islam de la Réunion, ne connaissent pas la Réunion, de ce point de vue-là. Donc, c'est une très bonne chose d'en parler et de leur montrer. Et s'il y a des choses positives, ce dont je suis sûre, pour en avoir souvent entendu parler, de cette coexistence pacifique à la Réunion entre les différentes ethnies, entre les différentes religions, effectivement, ça peut être un modèle pour nous ici en France. Ça veut dire aussi, ça veut dire que la coexistence n'est pas idéale. Elle n'est pas idéale. On le voit tous les jours. Regardez le débat sur l'identité nationale, regardez le débat sur la burqa, regardez le débat sur les minarets. D'ailleurs, moi je dis souvent en plaisantant, on devrait attaquer les Suisses en justice parce qu'ils ont eu l'outrecuidance de mettre ce débat sur les minarets alors que normalement ça devrait être un débat franco-français. Et donc je me demande, moi je vais jusqu'à me poser la question, quel va être le débat suivant? On a tout eu. Les musulmans de France ont eu droit à tout. Et quand on vit la difficulté sociale, les discriminations, la ghettoisation, les difficultés de la vie. Et quand on est musulman en France, c'est très compliqué en ce moment. Très compliqué. Et je dois dire, pour rajouter une chose sur ce qu'a dit M. Patrick Karam sur les pays musulmans, c'est pas l'islam qui pourrait être en cause en matière de sous-développement. C'est beaucoup la manière de gérer les pays. C'est la démocratie. Plus les dirigeants, c'est clair. L'absence de démocratie, le plus souvent, qui fait que il y a des retards, des reculs dans ces pays-là. D'accord. Alors on va mieux connaître cet islam réunionnais avec M. Molland et M. Bagat. Oui, monsieur Molland. Moi, je dirais qu'il n'y a pas, c'est pas un islam de la Réunion, mais c'est un islam tout court, puisque c'est un modèle vécu par les musulmans de la Réunion depuis plus de 100 ans maintenant. Donc c'est un islam qu'on retrouve dans un certain nombre de pays. On parle de l'Inde, la plupart des musulmans réunionnais sont originaires de l'Inde. L'Inde, c'est la plus grande démocratie avec 200 millions de musulmans sur 1 milliard d'habitants. Et où l'islam est très minoritaire, mais a su se développer, a su vivre en harmonie. C'est vrai qu'il y a aussi des problèmes avec les extrémismes des deux bords. Mais l'islam en Inde a su se développer, a su s'intégrer. Les musulmans de l'Inde se sont pris en main. C'est exactement la même chose que les Réunionnais ont fait. Ils se sont pris en main dès leur arrivée. Ils sont arrivés dans les années 1880. Les musulmans à la Réunion sont une minorité. Les musulmans à la Réunion représentent 7-8%. C'est une minorité, mais une minorité peut-être visible du fait de leur réussite sociale. Alors visible positivement, parce que vous savez que ce terme n'est pas toujours positif dans l'Hexagone. Positivement, et les musulmans réunionnais ont toujours su se débrouiller, donc se prendre en main au travers de l'éducation, au travers de la mise en place d'institutions, et ils ont développé un savoir-vivre, un vivre ensemble qu'on retrouve nulle part ailleurs. C'est la véritable réussite. Et vous pensez qu'il peut devenir un exemple pour l'Hexagone? Il peut servir d'exemple. Je veux dire que là où ce qu'on Alors avec les différences historiques de communautés, vous dites que par exemple vous êtes d'origine indienne.
le nombre de musulmans d'origine indienne dans l'Hexagone, je n'ai pas les chiffres exacts, mais je pense que c'est une centaine pas de la familles, majorité. 200 familles. Oui. Mais quand je dis on est musulmans indiens, mais on n'est pas la seule composante. Oui, il y a ça. aussi une grande partie de la population musulmane qui est originaire des archipels de Comores, donc qui représente à peu près la moitié des musulmans. Oui. Vous avez une minorité chiite qui existe. Donc, et puis, depuis maintenant une dizaine, quinzaine d'années, donc on a Des aussi, origines qui sont en lien avec l'aire géographique dans laquelle vous vivez, On a d'ailleurs. aussi des personnes d'origine maghrébine qui sont venues pour travailler ou qui s'installent au fur et à mesure. Donc, c'est une composante un peu diversifiée. Mais ce qui est différent, c'est que c'est cette prise en main de l'islam par les musulmans. C'est vrai que dans les pays du Moyen-Orient, du Maghreb, ils ont eu l'habitude que c'est une religion étatique. Donc, c'est l'État qui ça, alors que dans les pays minoritaires indiens, Indonésie, c'est les musulmans eux-mêmes qui se sont pris en main. Bien. Mohamed Bagat. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que l'islam de la Réunion, parler de l'islam de la Réunion, comme le disait M. Molland, c'est l'islam. Et là où ça peut être une matière de réflexion, c'est dans la manière dans laquelle les musulmans de la Réunion se sont structurés. En premier lieu, lorsque ces musulmans sont arrivés, les premiers, lorsqu'ils arrivent à la fin des années 1800, immédiatement ils vont reproduire le modèle qui existe en Inde. Et ce modèle est essentiel. Ce n'est pas, et la question qui va se poser, ce n'est pas que est-ce qu'en France on a une communauté maghrébine, d'Afrique du Nord ou indienne. Non, c'est ce modèle qui a permis de donner l'image de l'islam véritable. Vous avez parlé à juste titre de transposition. Je parle de transposition. Oui. Et le modèle qui doit servir en France métropolitaine, j'en avais parlé en 2005 avec M. Godard, qui était responsable du culte du ministère de l'Intérieur. À l'époque, on avait discuté énormément de cela. C'est que ils n'avaient pas beaucoup de moyens, ces musulmans. Ils arrivaient, certains ils étaient artisans, ouvriers, ils se sont lancés dans le commerce. Pourtant, dès 1897, ils font la demande d'édification d'une mosquée. En 6 mois, le gouverneur de l'époque, qui s'appelle Beauchamp, il va accéder à leur demande. Pourtant, il leur faudra 8 ans pour arriver à donner vie à cette mosquée. Un fait singulier, c'est que ces musulmans, puisqu'ils n'ont pas de moyens, ils vont acheter un terrain dans une rue qui est quasi déserte à Saint-Denis à l'époque. Ça s'appelle la rue du Grand Chemin. Ce n'était pas l'artère principale. Cette rue du Grand Chemin est aujourd'hui appelée rue du Maréchal Leclerc. C'est devenu la rue principale, la rue commerciale de Saint-Denis, le chef-lieu de l'île de la Réunion. Lorsque j'arrive de métropole à la Réunion, ça surprend toujours, sur l'ensemble du littoral réunionnais, eh bien, les mosquées sont toujours dans les centres-villes. C'est autour des mosquées eh bien, qu'est donnée l'activité commerciale principale de la Réunion. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Non seulement ils ont construit des mosquées, mais aussi ils ont tout de suite pensé à créer des médersas, des écoles coraniques. Lorsque, à 10 000 kilomètres, je regarde ce qui se passe dans les médias, on me montre des enfants, on caricature ces enfants qui vont à la médersa, on voit des enfants en train de lire le Coran, qui se balancent, et en disant, attention, ce sont les futurs terroristes, ce sont des rigoristes, c'est eux les dangers pour la République, ces enfants qui vont aller dans ces écoles, dans ces médersas. Alors que M. Karam, M. Molland soulignait tout à l'heure justement la parfaite intégration sociale et économique des musulmans, ce qu'on appelle les Arabes à la Réunion, eh bien, ils sont tous passés dans ces écoles coraniques. Ils sont tous passés. Et qu'est-ce qu'on leur apprend? De l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 18 ans, ils ont un cursus qui est parallèle avec le système laïque, où ils vont apprendre qu'est-ce que c'est qu'être musulman. C'est quoi le Coran? J'entends parler de tout et de n'importe quoi sur les plateaux télé en disant que le prophète Mohammed a dit dans le Coran. C'est pas le prophète Mohammed qui parle dans le Coran, c'est Dieu qui parle dans le Coran. L'islam, ce serait seulement le Coran. C'est quoi les bases de l'islam? C'est le Coran, c'est la sunna, c'est le consensus des imams, c'est le raisonnement analogique. Et ces enfants musulmans, ils vont connaître le Coran. Je termine, mais ils vont aussi apprendre non seulement leur religion, mais aussi à apprendre l'autre. Ils vont connaître qu'est-ce que c'est que le christianisme, que tous ceux qui sont issus de ce tronc commun qu'est le prophète Abraham, qui avait la même foi monothéiste, eh bien, ils peuvent vivre ensemble. Et quand je me connais moi et que je connais l'autre, je ne peux qu'être quelqu'un de tolérant. Hier, j'ai rencontré un petit garçon originaire du Maroc. Il avait 8 ans. Il m'a emmené le Coran. Il m'a dit, ça c'est le Coran. Je lui ai dit, ah ben c'est bien. Tu peux me lire quelque chose de ce Coran? Il m'a dit, je ne sais pas lire. Pourtant, il est originaire d'Afrique du Nord. Il parle en arabe avec sa mère à La Réunion. Tous les enfants qui ont 8 ans savent lire le Coran.
et on va leur apprendre en langue française, dans leur langue maternelle, le sens et l'explication du Coran. Vous avez complètement raison. La question est l'éducation. La question est l'éducation, et on voit bien que les musulmans de France, le plus souvent, ne connaissent pas leur religion. Quand je dis, moi, par exemple, que l'islam n'est pas en rupture avec le judaïsme et le christianisme, et qu'il en est le continuum, même quand je le dis à des musulmans, on me dit quoi, comment, et il faut expliquer, alors que ce n'est pas mon rôle d'expliquer. Et donc, la question de l'apprentissage de la langue arabe, qui se fait dans des lieux qui ne sont pas compatibles parfois avec notre République, est à repenser. L'enseignement de la langue arabe, qui est une langue extraordinaire, merveilleuse, universelle, devrait être enseignée dans les lycées, dans les écoles, et prise en charge comme une langue, comme l'anglais, etc. Alors ça, c'est extrêmement important. Avoir un accès direct au texte à travers la langue, pour cet enfant, c'est quelque chose d'extrêmement important. Parce que sinon, on peut lui raconter n'importe quoi. Oui. Effectivement, le prophète a dit, alors que dans le Coran, non, ce n'est pas le prophète qui a dit dans le Coran. Il y a des erreurs comme ça, grossières, de base, qu'on ne pourrait pas faire si on avait un accès direct au texte à travers la langue. Si je peux juste rebondir sur ce que Mme Kari vient de dire, c'est que l'islam, ce n'est pas seulement l'enseignement de la langue arabe. C'est là qu'on se trompe souvent. C'est que on peut très bien enseigner l'islam en langue française. On peut surtout être musulman sans connaître l'arabe. C'est le cas du plus grand pays musulman. À La Réunion, ce que l'on fait dans toutes les médersa, on enseigne l'islam à nos enfants dans la langue de Voltaire, dans la langue de Molière. Et ils vont faire la connaissance de l'islam. Et là où il y a matière à réflexion par rapport à l'île de la Réunion, et j'en parlais tout à l'heure en dehors du plateau avec quelques-uns de nos invités, je n'ai entendu personne parler de la souffrance des musulmans, parler de la souffrance des étudiants, des lycéens, qui ont une identité musulmane et qui depuis 2001, qui depuis des années, depuis 1989, lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils s'adressent à leurs amis, ils s'appellent Ibrahim, ils s'appellent Brahim, ils s'appellent Aslam, Mohammed, immédiatement, on les regarde de manière différente. On se dit, c'est un musulman. À l'île de la Réunion. Même à La Réunion, avec toute la surmédiatisation qu'il y a, là où il y a ce savoir-vivre qui est exemplaire, qui est monté en épingle, où on chante les louanges de La Réunion partout dans le monde, mais même à La Réunion, on sent que maintenant, il y a une différence dans le regard, dans l'approche des gens. Pourquoi? Parce que les gens sont devenus soupçonneux. Et là où moi, j'aurais aimé qu'il y ait des réflexions, où nos parlementaires réfléchissent comment faire pour justement éradiquer toutes ces suspicions en permettant et en autorisant justement en France, lorsqu'il y a une demande pour la mise en place de structures qui vont permettre justement de dispenser le savoir véritable de l'islam, que la demande de permis de construire, elle ne reste pas dans le 3e tiroir pendant 2 ans, mais que, au contraire, on rende cela facile. Bon. Alors, Patrick Karam, vous proposez le modèle réunionnais comme outil de réflexion pour résoudre un certain nombre de problèmes dans l'Hexagone, mais d'un autre côté, ces citoyens français de confession musulmane font face à des problèmes liés à leur appartenance confessionnelle, mais à leur situation sociale, aux discriminations. Je veux dire, le problème est beaucoup plus vaste que la question simplement religieuse. Pourquoi avoir réduit votre réflexion au prisme religieux? Non. Parce qu'aujourd'hui, le débat sur l'identité nationale a pris une tournure qui n'est pas celle voulue par le président de la République. Personne n'a voulu mettre l'islam au centre de ce débat. Mais il se trouve que, par la force des choses... Il est venu naturellement. Il s'est imposé. Ouais. Eh bien, il m'appartenait de donner 2 messages. Et je vais le faire. Le premier message, c'est à tous nos compatriotes qui nous regardent aujourd'hui de métropole, c'est de leur dire... Mais n'ayez pas peur d'une religion. N'ayez pas peur d'une religion. Vous aimez Zidane. Zidane est musulman. Et Zidane, ce n'est pas le terroriste qui viendra se faire sauter dans votre famille. Zidane est musulman. Je crois qu'ils l'ont compris, à La Réunion, vous avez des musulmans qui ont réussi, qui ont brillamment réussi, qui occupent des postes de choix dans la technostructure, dans l'administration, dans la politique. Aujourd'hui, rien n'empêche. Et quand ils sont arrivés à La Réunion, au 19e siècle, ils sont arrivés comment? Vous croyez qu'ils sont arrivés riches? Vous croyez que la première génération qui est arrivée n'a pas galéré? Vous croyez qu'il y avait le RMI ou bien le RSA? Vous croyez qu'il y avait toute la couche? Mais quelle est la différence avec l'Hexagone? Ça s'est passé de la même manière. C'est qu'ils ont voulu se battre
ils ne se sont pas croisés les bras en se disant « on ne m'aime pas parce que je suis musulman », c'est le deuxième enseignement que je veux donner. C'est que je veux dire à nos compatriotes qui habitent les banlieues d'arrêter de se sentir dans une sorte de citadelle encerclée. Je vais souvent en banlieue à la rencontre de mes compatriotes ultramarins et je profite pour rencontrer mes compatriotes africains et d'origine maghrébine, d'origine africaine. Et je leur tiens toujours le même discours. Vous n'êtes pas dans une citadelle assiégée, c'est pas parce que vous êtes musulman que vous êtes différent des autres. Oui, vous êtes peut-être dans une sorte de ghetto spatial, oui. Oui, vous avez peut-être plus de difficultés. Oui, peut-être que l'école vous offre moins de chances. Oui, peut-être que, etc. Oui, sauf que ça n'est pas une excuse pour ne pas travailler. Ça n'est pas une excuse pour ne pas réussir. Mais c'est la question que je posais. On n'est pas dans le religieux, là. Votre échec, votre échec ne peut être que personnel. Ne vous réfugiez pas derrière votre religion pour expliquer tous vos échecs personnels. C'est ce que je veux dire aujourd'hui. Les musulmans de la Réunion ont montré qu'ils pouvaient réussir malgré toutes les difficultés. Alors ne vous réfugiez pas derrière votre religion pour expliquer les stigmatisations. Ne vous réfugiez pas derrière votre religion pour être une lecture de vos échecs et ensuite développer une haine contre les autres Français. Et les autres Français n'ont pas non plus à se servir de l'islam et de la peur venue du 11 septembre pour stigmatiser une religion. Ça n'est pas acceptable, ni dans un sens, ni dans l'autre. Monsieur Bolland, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une peur de l'islam, peur de l'islam qui est engendrée par les événements politiques, géopolitiques des autres pays. Donc, on fait l'amalgame rapide d'islam, musulman, terroriste, tout ça. Je veux dire que c'est en ça qu'on veut montrer que l'islam, les Réunionnais, l'islam qui est pratiqué à la Réunion, c'est pas un islam de peur, et c'est un islam de vécu pacifique. Il y a le débat sur l'identité nationale, c'est aujourd'hui, on ramène... Monsieur Mohamed Bagat, l'imam de la mosquée de Saint-Denis de la Réunion, vient de dire que malgré cette pratique très pacifiée des religions à la Réunion, il y a quand même un regard qui peut être perçu comme stigmatisant en lien. Un regard qui évolue, dans le sens négatif. Qui évolue par rapport à toute l'action. Quand même, ça n'est pas non plus majoritaire. C'est pas le fait majoritaire de la Réunion. Mais toute cette répercussion médiatique aujourd'hui, il n'y a plus de barrière de l'information. Il y a une mondialisation de l'information, donc tout se sait, tout ça. Donc aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé Mais aujourd'hui, nous, en tant que responsable, en tant que président de mosquée, depuis 2001, on est obligé de se justifier. Par rapport à quoi? Par rapport à tous ces événements, par rapport à tous ces faits et gestes qui ne vous concernent pas directement, mais que vous devez expliquer. On est obligé d'expliquer de ça. On a ouvert nos mosquées, ça fait depuis 2001, on a ouvert pour le centenaire, on ouvre régulièrement pour des visites auprès des lycéens et tout ça, donc avec des imams qui assurent la fonction de guide, mais ils sont amenés à répondre à des questions et tout ça. Donc c'est cette justification qui est un petit peu nous sommes constamment sollicités. Dès que le film 2012 est sorti, à La Réunion, les journalistes m'ont demandé quelle est la position de l'islam sur 2012. Il faut rappeler que c'est un film qui annonce la fin de... Sur chaque point. Alors, qu'est-ce que les musulmans vont dire? Qu'est-ce que le Coran va dire? Et j'ai dit toutes les religions parlent de la question de la fin du monde. Nous accueillons régulièrement des personnes à la mosquée. Vous savez que la mosquée de Saint-Denis travaille en partenariat avec des établissements scolaires en Allemagne, à Karlsruhe et à Munich, qui ont choisi de travailler avec l'île de la Réunion, principalement la mosquée de Saint-Denis, pour donner un modèle aux jeunes étudiants allemands et ceux qui sont d'origine turque pour faciliter les rapports entre eux. C'est-à-dire que c'est un modèle, quand même, l'île de la Réunion, mais c'est un modèle sur lequel on ne doit pas s'endormir en se disant que voilà, on est des modèles, c'est réussi. Non, il faut continuer à se battre pour ce savoir-vivre. Lorsque j'ai pris l'avion pour venir justement pour ce colloque, c'était un vol Air France. Et, merci pour la pub. Alors, ça fera plaisir à Patrick Caram. Alors lorsque j'entre, j'ai vu des gens blêmir en me voyant habillé comme cela, en se disant mais chérie, est-ce qu'on va arriver à destination? C'est un barbu, c'est un musulman qui voyage avec nous. Mais c'est caricatural, mais ça reflète aujourd'hui le climat dans lequel nous vivons. Il y a 2 semaines, une dame de métropole rentre dans la mosquée de Saint-Denis, elle me dit, vous savez monsieur, moi j'ai peur de l'islam et des musulmans. Et en ressortant de la mosquée, elle me dit, mais j'avais jamais entendu des explications pareilles sur l'islam. Croyez-moi, je vais retransmettre ce message en métropole. Et la plus belle victoire pour nous, c'est quoi? C'est justement cela.
cela, lorsque quelqu'un rentre avec des préjugés dans une mosquée, et elle y ressort en étant conforté et apaisé. Et c'est cela notre travail, et c'est cela le travail que le modèle, l'effort que nous devons de mettre en place en France métropolitaine. On parlait de compatibilité avec la République. En 1897, c'est au moment de la demande de construction de la mosquée. Qu'est-ce qu'ils disaient les musulmans? Je cite, fidèle observateur de la loi du prophète et respectueux des lois du pays, au nom de Dieu, du Dieu clément. Donc, au nom du Dieu clément, c'est l'ensemble des dieux, et c'est pas seulement le Dieu, puisqu'il s'adresse au gouverneur. Donc, c'est le Dieu unique, et fidèle, respectueux des lois du pays. Donc, déjà en 1897, on s'intégrait déjà dans le système. D'accord. Oui, je pense que vous avez raison, c'est la méconnaissance de l'islam. Il y a le grand poète soufi Ibn Arabi qui disait la phrase suivante, les hommes sont les ennemis de ce qu'ils ignorent. Et c'est exactement ça, c'est la méconnaissance de l'islam qui fait qu'il y a une peur de l'islam qui est aggravée par le fait que les médias surenchérissent sur cette question. Quand il y a un événement, quand il y a un acte de délinquance, de petite délinquance, qui ne concerne, et les musulmans sont concernés par 0,0 quelque chose %, la même chose que l'ensemble de nos concitoyens en termes de statistiques, c'est on pointe ça du doigt, on met un prisme, on met la lumière sur cet événement. D'accord. Alors, Baris Zacharie, sur la démarche, on dit, voilà, il y a un modèle réunionnais, il pourrait être pris comme exemple dans l'Hexagone, mais en même temps, il y a beaucoup de différences historiques, géographiques, de composantes. Qu'est-ce qui pose problème en France en lien avec cette religion aujourd'hui, selon vous? Ce qui pose problème, c'est que la France, il y a quelque chose de particulier. D'abord, il y a la question de la laïcité. La question de la laïcité, moi je pense que donc on ne devrait même pas se poser la question de l'appartenance religieuse. On ne devrait pas se poser, c'est la matrice qui surplombe nos identités plurielles. Et on devrait être heureux dans cette maison commune. Donc il y a cette question, il y a par moments, on a le sentiment que certains gestes, certains faits percutent la notion de laïcité. Donc il faut remettre les choses au clair. La France est un pays laïque, et parce qu'elle a cette spécificité laïque, ce n'est pas pareil que dans les autres pays d'Europe. Et il y a le fait que nous sommes en permanence les otages d'une période électorale. Ça, c'est un élément, que ce soit la droite ou la gauche. Là, donc les politiques ont une lourde responsabilité aussi. Alors, les politiques ont une responsabilité grave, ont une véritable responsabilité. Et là, on atteint des sommets. Avec le débat sur la burqa, on atteint des sommets. Et je pense que les politiques devraient être un peu plus raisonnables et arrêter d'utiliser l'immigration, l'insécurité, l'islam, la République, la laïcité en période préélectorale. Et c'est ça qui alimente, au-delà de septembre 2001, au-delà de la chute du mur de Berlin, qui a fait que, avant, les Occidentaux avaient un ennemi qui était clairement identifié, c'était le péril rouge. Après la chute du mur de Berlin, il fallait un ennemi de substitution. C'est devenu le péril vert. Et ça a été alimenté par les néoconservateurs américains. Je ne dis pas que du côté des musulmans, il n'y ait pas de problème. Il y en a. Mais c'est la conjonction de mouvements islamistes, de mouvements fanatiques et la conjonction des néoconservateurs américains a fait qu'il y a une espèce de face-à-face. Oui, ça c'est la lei géopolitique qui concerne les pays d'ailleurs dits musulmans, mais pour les concitoyens français... On n'est pas imperméable à la géopolitique. La preuve, c'est que ça a atteint même la Réunion, qui était vraiment le modèle du vivre ensemble. Ça l'atteint un peu, mais vous avez raison de l'observer et de faire attention et de dire il ne faut pas vivre sur nos lauriers, nous devons combattre ça. Nous, on combat l'obscurantiste, mais il appartient aussi aux musulmans de dire un certain nombre de choses. Je pense qu'ils ne se font pas suffisamment entendre. Et il y a en France une grande majorité des Français, des musulmans de confession musulmane, sont laïcs. Et cela ne s'exprime pas. C'est pour ça que le modèle... D'accord. Patrick Karam, vous voulez ajouter quelque chose? Mme Karid parlait tout à l'heure du débat sur la burqa ou le voile. Permettez que je lise juste 3 secondes un texte et vous allez me dire, puisque vous êtes un homme extrêmement bien informé, vous allez me dire qui en est l'auteur, si vous voulez. Le chef de la femme, c'est l'homme. Si la femme ne porte pas le voile, qu'elle se fasse tondre. Et si l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme, voilà pourquoi la femme doit porter sur sa tête
la marque de sa dépendance. D'après vous, qui a écrit ça? Non, mais je vous laisse... Première épître aux Corinthiens de Paul. Ouais. Saint Paul. Nouveau Testament. C'est-à-dire que c'est la Bible récente qui s'impose et qui a créé les religions, fondé les religions chrétiennes. Ouais. Donc, vous voyez bien, on peut toujours axer et trouver dans telle ou telle partie, de tel ou tel texte, telle ou telle phrase Bon, ce que je veux dire aujourd'hui, pour être très clair, le modèle réunionnais marche. La preuve, c'est qu'il y a une réussite sociale. Et il y a une réussite sociale qui a fait fi de toutes les difficultés. Moi, si les musulmans, les Gujarati qui étaient arrivés à La Réunion, étaient arrivés en disant « Mon Dieu, nous sommes discriminés, nous sommes musulmans, ils ne vont pas nous aimer ». Et s'étaient croisés les bras, ils étaient allés dormir. C'est sûr qu'ils ne seraient pas là où ils sont aujourd'hui. C'est sûr qu'on n'aurait pas eu ce modèle aujourd'hui. Mais non, c'est parce qu'ils ont affronté les difficultés, parce qu'ils se sont aussi ouverts aux autres, qu'ils en sont là où ils sont. Et d'ailleurs, ce processus va tellement loin que les mariages mixtes sont extrêmement importants maintenant. Déjà, dès leur arrivée, les mariages mixtes avaient commencé puisque les femmes n'étaient pas venues. Il fallait bien qu'ils se marient. Ils avaient décidé de faire souche à La Réunion. La preuve, c'est que très rapidement, ils ont demandé la construction de la mosquée. Ça veut dire quoi? Ils acceptaient les droits et les devoirs de tous les citoyens français et en même temps, ils gardaient leur identité. Mais c'est ça le modèle réunionnais. C'est-à-dire qu'il y a ce mélange entre l'acceptation de la République totale et là-dessus, sans aucun compromis, et puis cette question identitaire, mais la question identitaire se pose aussi pour les Antillais. Nous avons notre identité, on accepte tout de la République et nous aimons la France. Mais nous avons aussi une identité spécifique, une identité régionale qui fait partie de l'identité française. Et cette identité-là, eh bien, c'est un modèle parce qu'aujourd'hui, dans l'Hexagone, au moment où on s'interroge, est-ce que l'islam est, oui ou non, une religion qui a droit de citer, moi je dis une chose, rien ne serait pire que de laisser l'enseignement religieux se faire dans des caves. Rien ne serait pire que de laisser des gens dont on ne connaît pas les origines venir avec des visas de touristes, enseigner sans qu'il y ait de contrôle. À La Réunion, tout est ouvert. Il n'y a pas de mosquée cachée. Il n'y a pas d'islam parallèle. Tout est ouvert. Et dernier point, regardez qui porte la burqa aujourd'hui. Beaucoup de convertis. Regardez qui font partie les plus extrémistes quand on parle d'islamisme. C'est souvent des néophytes, c'est-à-dire des gens qui ne connaissent pas réellement l'islam et qui s'approprient en fait des apparences de la religion. Absolument. Si vous voulez, pour résumer ma pensée, beaucoup de religiosité ramène à un État pacifié et à une vraie citoyenneté. Et en fait, une méconnaissance de l'islam, là, effectivement, peut vous conduire à un choc. Il vaut mieux enseigner l'islam, il vaut mieux enseigner le Coran à des jeunes plutôt que de laisser un enseignement parallèle se faire. Abdoulaye Molla. Tout à fait, juste un autre élément, c'est que nos imams aujourd'hui, on a près d'une centaine d'imams qui sont réunionnais d'origine. Oui. Donc il n'y a pas ce problème d'immigration, d'intégration ou de faire appel d'asile. On a formé nos imams. Donc ce sont des imams qui s'expriment en français. De 1897 à aujourd'hui, c'est important. Et ça, c'est à l'origine. Ça, c'est reproductible. À l'origine, il n'y en avait pas, donc on était... Est-ce qu'il y en a dans l'Hexagone qui viennent prendre des responsabilités dans les mosquées? On a une école de théologie à La Réunion, donc on commence à avoir des... Non, mais ce que je voulais dire, c'est comme il y a un problème, semble-t-il, hein, on y a consacré un certain nombre d'émissions de formation des imams et dans l'Hexagone, le fait une critique du fait qu'on fasse appel à des imams venus d'autres cultures ou d'autres points de vue. Est-ce qu'il y a des imams réunionnais qui sont présents dans l'Hexagone et qui peuvent il y en a peut-être 2 ou 3 qui sont actuellement qui habitent en métropole, mais c'est 2 ou 3, oui, donc c'est une infime minorité. Oui. Mais là où je veux dire que pour qu'un islam s'intègre véritablement dans ça, il y a plusieurs facteurs. Il y a la formation de ces imams. Il faut que ce soit des imams qui sont formés ils ont des formations bac ou d'enseignement supérieur avant d'aller faire des enseignements théologiques. Oui. Ensuite, il y a le problème de l'inhumation. Les premiers musulmans à La Réunion ont demandé à créer le cimetière dès 1911, 1900. Il y a eu le premier cimetière. Donc ça aussi, c'est un élément
d'intégration dans le pays. Aujourd'hui, quand on voit les difficultés à obtenir soit des carrés, puisque la loi ne permet pas, mais au moins des carrés musulmans. Dans les cimetières, vous parlez dans les carrés musulmans dans les cimetières. Ouais. C'est un élément fort pour que les gens disent, bon, on appartient à une nation, il faut qu'on soit inhumé dans le pays. Je veux dire que c'est aussi un certain nombre de choses qu'il faut mettre en place pour que les personnes se sentent français. Mohamed Dagat. J'aurais souhaité rebondir sur 2 ou 3 choses. C'est premièrement la laïcité. Qu'est-ce que c'est? À mon sens, en 2005, lorsque le ministre de l'Intérieur de l'époque, M. Nicolas Sarkozy, était venu à La Réunion, il avait présenté son projet de laïcité positive, laïcité à la française. Moi, j'avais totalement adhéré au message de M. Nicolas Sarkozy, le discours qu'il a prononcé dans la grande mosquée de Saint-Denis, au Conseil général. La laïcité, c'est une chance pour chaque Français de s'émanciper au travers des valeurs... Sans le vocable positif... Au travers, voilà. C'est ça. Au travers des valeurs de la France, la démocratie, pour lesquelles on s'est battu, mais aussi que chaque citoyen français, au travers de ses convictions religieuses, que ce soit un enrichissement pour lui, que cela soit un plus pour lui. Et ce qui s'est passé, c'est que quand nous parlons, mais pourquoi est-ce qu'on nous parle d'un islam de la Réunion, d'un islam de métropole? Ils sont tous des Français, on est dans la même République. Mais ce qui s'est passé, lorsque les premiers musulmans ils arrivent ici dans les années 70, eh bien... Les années 70 60. Bien avant. Non, mais je sais qu'il y avait même un département français qui était composé... Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? Qu'à l'époque, et jusqu'à il y a pas si longtemps de cela, l'interlocuteur des différents responsables gouvernementaux, en ce qui concerne l'islam, ce n'était pas les musulmans, mais à chaque fois, on avait des relations avec des gouvernements extérieurs. Alors justement, là, vous abordez une question fondamentale. Si vous permettez que... Non, mais c'est très important. Je termine. Oui. Et puis, il y a quelques années de cela, on a créé le CFCM. D'accord? Conseil français du culte musulman, représentatif des musulmans de France, et puis les CRCM. Non, il n'est pas représentatif des musulmans. C'est le culte. Je termine. C'est un problème. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il faut dire les choses telles qu'elles en est. La majorité des musulmans, peut-être ignorent ce que c'est que le CFCM, le CRCM, parce que bon, la manière dont ça a été fait, ça va prendre du temps pour que ça se mette véritablement en place. Oui. Et c'est pour cela, essentiellement, qu'on a eu des difficultés à donner les structures voulues à cet islam de France, parce que avec qui on devait composer. Et M. Abdullah Molan vient à l'instant de souligner qu'à La Réunion, nous avons des imams réunionnais, français, musulmans. Mais avec les structures que l'on a eues, 1897-2000, il nous a fallu un siècle en ayant des structures médersa, écoles, pour avoir des imams français. Former des imams, d'accord. Et si... moi j'en suis persuadé, et c'est quelque part la demande que je fais, si la France métropolitaine a la chance d'avoir aujourd'hui les moyens pour mettre en place ces structures que nous avons à La Réunion, il ne faudra pas un siècle à la métropole pour prendre son départ. Et au lieu de stigmatiser les musulmans pour leur tenue vestimentaire, plutôt que d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a au travers, qu'est-ce que c'est que la spiritualité de l'islam, du musulman, eh bien... moi, ça me fait mal lorsque j'entends que Ibrahim a été arrêté pour vente de drogue, ou bien pour l'alcool, ou bien pour la délinquance. Ces jeunes des banlieues, ces jeunes musulmans, certaines fois, qui sombrent dans la délinquance, si on arrive, dès le plus jeune âge, à leur donner, à leur expliquer les vraies valeurs de l'islam, eh bien, là aussi, nous pourrons solutionner c'est pas forcément l'islam qui va les sortir de la délinquance, c'est l'enseignement religieux. Ni le fait qu'ils soient musulmans qui les fait rentrer dans la délinquance. Il y a beaucoup d'autres aspects qui sont beaucoup plus complexes. Alors, un des facteurs. Juste un élément important qui concerne un aspect que vous avez abordé en début d'émission, c'est la transposition. Vous dites que vous veniez d'Inde, vous avez transposé votre culture dans l'île de la Réunion. Aujourd'hui, vous êtes membre du Conseil régional du culte musulman, qui fait partie du Conseil français du culte musulman. Le problème, la critique qui est adressée à ce Conseil, c'est que justement ceux qui composent ce Conseil, je dirais pas ce SL parce qu'il n'y a pas de femmes, mais ceux qui composent ce Conseil français du culte musulman sont justement issus de formations, de cultures qui ne sont pas forcément
adaptés, ils ont reçu des formations à l'étranger, sont souvent en lien avec des gouvernements étrangers. Alors comment voulez-vous que dans ce cadre on puisse s'inscrire dans un islam de France, pour reprendre une terminologie un peu schématique? J'ai participé à la mise en place du Conseil français du culte musulman, puisque la grande mosquée de Saint-Denis de la Réunion est un membre fondateur. Oui. C'est vrai, il y a eu un certain nombre de difficultés. Il y a des difficultés. Donc le CFCM est naissant. Oui. Donc il fallait des interlocuteurs, donc on a pris un petit peu... Ça fait 6 ans là quand même déjà. Ça fait 6 ans. Ouais. Malheureusement, bon, il y a le poids des pays, il y a le poids des origines, il y a le poids ça. Mais je pense qu'il faut laisser autant. Donc il faut laisser un petit peu une seconde génération prendre en main. Je pense que l'important, le CFCM existe. Il peut parler pour le culte musulman, donc on a un interlocuteur, et il faut lui donner le temps de voir monter, immerger d'autres personnes. Je pense que bon, ça ne se fera pas en quelques années. Il faut que le CFCM se rende crédible. Et la crédibilité va passer par une refonte de son système électoral, de son système. Il y a un certain nombre de choses. Bon, il a été conçu peut-être un peu trop rapidement, mais je veux dire qu'au moins il a plusieurs tentatives. Il a le mérite d'exister. Il a le mérite d'exister, donc il faut lui donner le temps de s'organiser. Barry Zakari. Oui, je partage l'opinion d'Abdallah Mollane. Effectivement, c'est une structure qui est très récente. Et je pense que le pouvoir au sein du CFCM sera pris par les générations nées en France, laïques, de culture républicaine, démocrate et républicaine. Formées en France, au même titre que ceux qui sont formés. Voilà, absolument. Ça, je pense qu'il faut laisser du temps. Oui. Et que le véritable enjeu, je crois que ça a été souligné tout à l'heure par M. Karam et par nos invités, c'est effectivement d'être français, citoyen français, républicain, et de rester en fidélité avec la tradition qui nous a portés. C'est ça l'enjeu, qu'il y ait un équilibre, un véritable équilibre entre notre appartenance au pays d'accueil, sincère, honnête, républicaine, et en même temps l'importance de rester en fidélité avec la tradition qui nous a portés, parce que c'est une colonne vertébrale, ça nous construit. Et nous en avons besoin. Cette spiritualité, vous parliez tout à l'heure de spiritualité, est quelque chose qui peut être essentiel dans la vie d'un certain nombre de personnes, notamment dans le siècle dans lequel on vit, où les repères ont complètement été perdus. Donc je pense que ça, c'est quand même très important. Moi, je plaide pour le fait qu'il faut ne plus regarder l'islam comme une idéologie à combattre, mais comme une véritable spiritualité. Et je pense que ce n'est pas la religion qu'il faut combattre, mais c'est le pacte républicain qu'il faut rétablir, et vite. Et le regard posé sur les musulmans doit évoluer de manière positive et nous devons tous nous y employer. Et je pense que les musulmans eux-mêmes sont en partie responsables de ce regard négatif. Donc il y a un travail à faire aussi du côté des musulmans. Est-ce que vous avez été sollicité pour parler du voile intégral en tant qu'imam réunionnais, Monsieur Mohamed Bagat? À l'île de la Réunion, oui, pas encore en métropole. Pas encore en métropole. Vous auriez pu évidemment participer à ce débat. Est-ce que, comme vous avez observé l'actualité, il y a un imam de l'Hexagone, d'un certain quartier de la banlieue parisienne qui a été agressé parce qu'il a pris position ouvertement contre le voile intégral par d'autres? Il a pris position pour. Non, contre le voile intégral. Pour la loi, pardon. Il a pris, contre le voile intégral, pour éventuellement l'adoption d'une loi. Pour une loi de portée générale. Et donc il a été, dans le cadre de l'exercice de son culte, agressé en disant qu'il était un traître, etc. Comment réagissez-vous En premier lieu, je condamne. Je condamne ces actes. Et puis, c'est là qu'il y a la méconnaissance de l'islam. Vous savez, l'islam, c'est une religion d'ouverture, c'est une religion de dialogue, c'est une religion de tolérance. Il est arrivé que le prophète Mohammed prenne la vie avec ses compagnons. D'ailleurs, dans le Coran, Dieu dit « Washawirhum fil amr » consultez-vous, faites preuve de concertation. « Fa'idha azamta alayhim fatawakkal ala Allah » Et lorsque vous êtes ferme maintenant, eh bien, ayez confiance en Allah. Il était le prophète de Dieu. Il recevait la révélation de la part de Dieu. Pourtant, il prenait conseil avec ses compagnons. Et il est arrivé que ses compagnons ne comprenaient pas. En l'an 6 de l'Hégire, je vais vous citer quelque chose de fondamental dans l'histoire de l'islam. Le prophète Mohammed quitte Médine avec plus d'1 millier de ses compagnons pour accomplir le pèlerinage à la Mecque, tenu par les polythéistes de la Mecque, où se trouve le sanctuaire sacré. Les Mécois vont interdire l'entrée de la Mecque au prophète Mohammed, alors que chez les Arabes, c'est sacré. Toutes les tribus y ont droit.
Alors, il propose au prophète Mohammed de signer un traité de paix. Toutes les clauses de ce traité sont négatives pour les musulmans. Et le prophète, il va accepter ce traité. Tous ses compagnons ne comprennent pas son attitude. Jusqu'à ce que celui qui deviendra plus tard le second calife, Omar ibn al-Khattab, il vient le voir et lui dit « Mais est-ce que tu es vraiment le prophète de Dieu ? Si tu es le prophète de Dieu, mais pourquoi est-ce que tu signes cela ?» Il est arrivé qu'il y avait des divergences d'opinion. Mais cependant, ils avaient cet amour profond pour le prophète Mohammed. Cet imam, il peut avoir son opinion. Un autre imam ou un autre musulman peut donner son avis différent. Ce n'est pas pour cela que je me dois de réagir par la violence. Mais ce qu'il faut comprendre derrière chaque chose, et là où peut-être le débat n'est pas allé assez loin, malheureusement, on n'aura pas le temps dans cette émission d'en parler. Mais vous reviendrez. Avec plaisir. Mais parce que, vous savez, pour moi, ma religion, je la vis avec passion. Je vais vous faire une confidence. Avant d'aller faire mes études, avant d'aller apprendre, parce que pour devenir imam, c'est des études de 7 ans. Ouais. Ce sont des études universitaires. Vous avez été formé où d'ailleurs? En Inde. En Inde. Avant d'y aller, je ne savais même pas parler indien. J'ai grandi à La Réunion et j'ai voulu redécouvrir ma culture. Et l'Inde, c'est un pays merveilleux, où j'ai côtoyé des gens qui vivaient dans une profonde simplicité, dans la pauvreté, et ça vous donne une autre lecture de la vie. Et eh bien, avant d'y aller, pour moi, la conception de ma religion jusqu'à l'âge de 16 ans, c'était qu'il y a les interdits, il y a ce qui est permis. Et puis lorsque j'ai découvert le Coran, il y a quelques nuances quand même. Et j'ai découvert le prophète Mohammed. Je me suis dit, mais c'est extraordinaire, j'ai rien compris à ma religion. Quelle tolérance, quelle ouverture, quelle science du dialogue. Cet homme, combien il est merveilleux. On a entendu parler de l'islam depuis des années en France. Mais qui a fait l'effort d'expliquer et de montrer aux gens qui était le prophète Mohammed, quelle était son attitude au VIe siècle, en Europe, partout dans le monde. La femme n'a aucun statut. C'est l'islam qui, lorsqu'elle va arriver, eh bien, va rétablir la femme dans sa dignité. On parle beaucoup de la dignité de la femme. Le prophète Mohammed va dire la recherche de savoir est obligatoire pour les femmes. Il va donner le droit à la femme de choisir son conjoint lorsqu'elle se marie. Parce qu'on n'oblige pas une femme de choisir son conjoint. L'islam interdit de frapper une femme. Le prophète Mohammed, au travers du Coran aussi, le Coran donne le droit à la femme de demander le divorce si mon mari me frappe. Eh bien, je vais devoir me soumettre à lui toute ma vie. Non, l'islam va rétablir la femme dans sa dignité. Elle aura même droit à l'héritage. Et ça, c'est méconnu. Et ce sont si le monde arrivait, si on arrivait à communiquer, à expliquer avec loyauté et avec une sincérité, eh bien, ce qu'est véritablement le message de l'islam, peut-être que les gens verraient l'islam d'une autre manière, sous un autre angle, et aborderaient leur relation avec les musulmans de manière différente. Patrick Caram. J'écoute avec passion ce débat, aussi bien Mme Chiari que vos deux invités aujourd'hui de La Réunion. Et vous voyez bien ce que l'islam peut aussi apporter à la France. Moi, je n'oublie pas tous ces musulmans qui sont morts pour la France, lorsque la France était en danger, comme les Antillais, comme les ultramarins, les Réunionnais musulmans ou pas musulmans, et des musulmans d'autres pays, sont venus verser leur sang pour libérer la France. Le président de la République a fait récemment un geste dans ce sens. Mais voilà, donc il y a un passé commun, il y a une histoire commune à ne pas oublier. Mais je voudrais quand même dire à ceux qui salissent leur religion, je voudrais leur dire à ceux qui s'amusent à bafouer les lois de leur propre religion, qui ne rendent pas service, certes, à leur religion, à leurs compatriotes, mais qu'à eux-mêmes, la justice passera et sera impitoyable. Il n'est pas question aujourd'hui, en France, d'accepter des dérives sectaires. Des dérives sectaires, il y en a eu partout, dans toutes les religions. Enfin, ce n'est pas le propre de l'islam. Je veux dire que les catholiques qui essaient d'empêcher des avortements et qui sont allés jusqu'aux États-Unis à tuer un médecin qui pratiquait l'avortement, on connaît. Simplement, nous sommes aujourd'hui dans un monde où le vivre ensemble est une nécessité. Dans un monde globalisé, on a à faire face à de tels enjeux aujourd'hui, de tels enjeux géopolitiques pour la France, que ne pas être ensemble, pour avancer ensemble, c'est un crime contre la nation française. Donc je leur dis, faites très attention à ce que vous faites, ce sont vos propres, comment dirais-je, co-religionnaires, mais j'ose même pas dire, c'est peut-être même pas la même religion. Ils se drapent du manteau de l'islam, mais ils ne sont peut-être même pas musulmans au fond d'eux-mêmes. Je vous raconte une anecdote. C'est comment dirais-je, on raconte en Asie centrale, parce que je suis féru d'Asie centrale, je suis beaucoup allé là-bas, on raconte en Asie centrale qu'un humoriste musulman était en train d'écouter un prêche. Et le mollah qui le voit cible son action sur lui en lui disant « mais il n'a pas de barbe, et celui qui n'a pas de barbe ne croit pas en Dieu ».
Il a regardé le mollet et lui a dit « Mais mon bouc a une barbe plus longue que la tienne, est-ce qu'il est plus religieux que toi pour autant ?» Ça veut tout dire. Ça veut dire qu'en réalité, l'islam qui a apporté beaucoup au monde, les mathématiques, on l'oublie. L'islam qui a apporté la médecine, on l'oublie. Les arts, l'agriculture. Ce que l'islam a apporté à la Renaissance française est un fait connu par tous les historiens, tous les scientifiques. L'islam a beaucoup apporté. L'islam peut aussi beaucoup apporter. Peut-être pas en tant que religion, mais en tout cas les hommes et les femmes qui sont ici, en tant que culture et civilisation, les hommes et les femmes qui sont ici ont pleinement leur rôle à jouer dans la construction de la France de demain. On oublie juste l'islam du 11e, du 10e, 11e, 12e siècle. L'islam l'Andalousie et tout ça. Donc tout l'islam, il y a un modèle européen déjà de l'islam. Aujourd'hui, on met en avant les coutumes, les dérives coutumières, les dérives de certaines femmes. L'islam, c'est la deuxième grande religion mondiale. C'est après la religion catholique, je crois qu'il y a 30% de catholiques et 20 ou 25% de musulmans dans le monde. Je veux dire qu'il y a une minorité, une majorité silencieuse qu'on n'entend pas. Et on met en avant les problèmes de la petite minorité. Oui, juste un mot. Effectivement, il y avait un modèle européen qui était l'islam andalou, mais on ne va pas être passéiste. C'est vrai que le modèle réunionnais est un modèle dont on peut apprendre, oui. Effectivement. Oui. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, la question de l'islam est perçue, la perception de l'islam. Il appartient aux musulmans eux-mêmes. Je pense qu'il appartient, maintenant j'en ai la conviction, qu'il appartient aux musulmans eux-mêmes, effectivement, de se prendre en main et de parler, de dire. Il faut que la peur les quitte. Les véritables musulmans, il faut que la peur les quitte et qu'ils s'expriment. Les gens qui ont réussi, et il y en a beaucoup en France, des modèles positifs d'identification. Malheureusement, on ne leur donne pas souvent la parole. Malheureusement, il n'y a pas souvent d'émissions comme celle-ci. Vous savez, il y a eu un film qui a été tourné sur les musulmans de France. C'est parallèle au film qui a été fait sur les Juifs de France, oui. Depuis 1900 à nos jours. Oui. Eh bien, un exemple, ce film a été présenté sur France 2 à 3 h du matin. Merci, on va s'arrêter là. Merci infiniment pour votre présence et bon séjour dans l'Hexagone, notamment à l'occasion de ce colloque. Merci Monsieur Molland, merci à Patrick Karam, merci à vous. Merci Barry Zakari, merci Mohamed Bagat. Au revoir, merci. Demain, un autre Toutes les France. Au revoir.